Maintenant que nous avons vu l'intérêt d'utiliser une structure de graphe pour traiter tout un ensemble de problèmes, se pose la question de comment allons-nous les représenter, et en particulier quelle interface allons-nous utiliser et comment allons-nous les stocker en mémoire. Alors pour l'interface, nous allons essayer d'en utiliser une qui est vraiment simple, mais qui permet d'accéder vraiment à la structure de tout le graphe de manière la plus générique possible. Euh, donc se posent deux questions pour cette interface. Comment allons-nous représenter les sommets et comment allons-nous représenter les arêtes? Alors pour les sommets, on va prendre une position assez radicale qui est que le contenu des sommets ne fait pas partie de notre interface. Donc nos sommets, nous allons les représenter uniquement avec des entiers. Un sommet, il a un indice et puis c'est tout. Et cet indice, il est entre 0 et v-1. Alors clairement, c'est limitatif comme approche. Ce ne sera pas toujours approprié, mais ça va nous permettre en tout cas de travailler sur l'ensemble des algorithmes que nous devons voir dans ce cours sans aucune limitation. Alors évidemment, pour euh, une application particulière, c'est peut-être pas la meilleure approche, mais ici ça fonctionne. Et si nécessaire, alors pour le graphe qu'on a ici en bas, qui est un extrait de la carte de métro, eh bien, on peut toujours utiliser une table de symboles, évidemment, éventuellement. Donc une table de symboles, c'est une table qui, pour chacune des clés, qui serait ici le nom de la station de métro, nous donnerait l'indice correspondant pour les sommets du graphe. Alors, comment réaliser une table de symboles? C'est quelque chose qu'on a vu juste au chapitre précédent avec les arbres binaires de recherche. Il suffit d'utiliser un type qu'on appelle tableau associatif. Donc en C++, ce serait une standard map. Et on a un exemple ici. Alors on commencerait avec la liste de nos stations de métro qui serait dans un vecteur de string. Donc le premier serait Vaugirard, la deuxième convention, etc. Et puis si on veut avoir l'équivalent mais dans l'autre sens, on peut créer une map qui prend comme clé des strings et qui a comme valeur associée des entiers, qui sont les indices. Et donc on peut remplir cette map simplement en parcourant notre vecteur et en disant que l'indice du nom de i, ben c'est i. Donc l'indice de Vaugirard nous renverra 0, l'indice de convention nous renverra 1, etc. Alors, donc on a vu que pour les sommets, on se contentait d'indices entre 0 et v-1. Pour les arêtes et les arcs, par contre, c'est vraiment l'essentiel de la structure de nos graphes. Et donc, eux font évidemment partie de l'interface. Alors, qu'est-ce qu'on veut pouvoir faire avec ces arêtes? Eh bien, on voudrait pouvoir efficacement stocker la liste, évidemment. C'est le minimum. On voudrait pouvoir savoir assez efficacement si deux sommets sont liés par une arête ou par un arc. Mais au-delà de ça, ce qu'on a vraiment besoin pour les différents algorithmes qu'on va voir, c'est d'être capable de parcourir efficacement la liste des sommets W qui sont liés à un sommet V. Donc on va avoir assez souvent un sommet et on veut savoir quels sont tous les sommets qui y sont liés. Alors un exemple de client de notre interface en C++, ce serait par exemple si on veut calculer le degré maximum de notre graphe. Alors on reçoit notre graphe qui est un type quelconque en paramètres, par référence constante, et puis on veut essentiellement faire une boucle sur tous les sommets, et puis appeler une fonction degré qui calcule le degré de ce sommet-là. Alors la boucle sur tous les sommets, comme on les utilise, comme on a des sommets qui sont numérotés entre 0 et v-1, eh bien on doit juste faire une boucle for avec l'indice v qui va varier entre 0 et quelque chose qui doit nous être renvoyé par le graphe. Donc la première chose qu'on voudrait pouvoir avoir, c'est une fonction v qui nous renvoie le nombre de sommets, donc l'ordre du graphe. Ça, c'est la première chose, et ça nous permettra de faire une chose importante, qui est de parcourir tous les sommets v du graphe. La deuxième utilisation importante, ce sera dans cette fonction de degré, où donc on voudrait avoir une fonction qui calcule le degré du sommet v dans notre graphe G. Et pour ça, on va simplement faire une boucle sur tous les sommets adjacents et faire plus 1 à chaque fois qu'on rencontre un sommet adjacent. Alors pour ça, on voudrait pouvoir écrire cela, une boucle for qui parcourt tous les éléments d'un conteneur qui nous serait renvoyé par adjacent de V. Donc on voudrait bien que notre graphe
fournissent une fonction adjacent qui prend en paramètre l'indice du sommet dont on veut avoir la liste des sommets adjacents et qui nous renvoie un conteneur qui est itérable, n'importe lequel. N'importe quel conteneur qui permet de faire ce genre de boucle. Alors, l'API ressemblerait donc à cela. On aurait un type itérable. Alors, par exemple, ça peut être standard vector, mais ça pourrait être standard list, standard forward list, standard set, n'importe. Et puis, on aurait deux fonctions publiques. La fonction v qui nous renvoie l'ordre du graphe, et puis la fonction adjacent qui nous renvoie un itérable. Comment allons-nous mettre en œuvre cela? Il y a deux approches possibles, une explicite et une implicite, évidemment. Parmi les approches explicites, qui sont les plus couramment utilisées sans doute, où on doit stocker explicitement les arêtes de notre graphe, alors on pourrait utiliser une liste de toutes les arêtes, mais ce serait vraiment pas efficace pour les besoins qu'on a. Donc il y a vraiment deux approches principales, l'approche par matrice d'adjacence et l'approche par liste d'adjacence. Et l'une ou l'autre sera plus efficace selon le degré de remplissage de notre graphe. Si on a des graphes qui sont vraiment très compacts, voire complets, c'est-à-dire que tous les sommets sont liés à tous les sommets, dans ce cas-là, une matrice sera plus efficace. Si on a des graphes très creux, donc chaque sommet est lié à très peu d'autres sommets, et bien dans ce cas-là, la méthode des listes d'adjacence sera meilleure. Mais ce ne sont pas les seules méthodes possibles. Il est aussi parfois possible de représenter des graphes implicitement. Ce sera par exemple le cas, si on reprend l'exemple de la première vidéo, quand on veut traiter une image comme un graphe. Ce qui était le cas pour l'analyse des images scanners. Dans une image, on peut supposer implicitement qu'un pixel est voisin, est adjacent au pixel voisin. Donc à celui qui est une ligne plus haut, une ligne plus bas, une colonne plus à droite, une colonne plus à gauche. Et ça, on n'a pas besoin de le stocker explicitement. C'est très facile d'écrire une fonction qui reçoit un pixel en entrée et qui renvoie les 4 pixels voisins en 2D ou les 6 pixels voisins en 3D. Et puis, vous aurez un laboratoire à faire sur ce sujet avec le taquin, et c'est clairement un exemple où une représentation implicite du graphe correspondant sera tout à fait appropriée. Mais voyons donc les approches explicites. Alors donc la première, c'est celle de la matrice d'adjacence. Ça veut dire qu'on va avoir une matrice qui est de taille v fois v. Donc autant de lignes et de colonnes que le nombre de sommets. Et donc les éléments de cette matrice sont indicés par deux numéros de sommets. Et l'idée, c'est que à l'indice VW, tout comme à l'indice WV, on aura 1 si les deux sommets sont connectés et 0 sinon. Alors ça, c'est pour un graphe non orienté. Pour un graphe orienté, on n'aura pas une matrice qui est symétrique comme cela. C'est possible que V soit connecté à W, mais pas le contraire. Si on connecte si on a des connexions unidirectionnelles. Et éventuellement, pour des graphes pondérés, on n'aura pas 1 ou 0. On aura le poids de l'arc ou le poids de l'arête, selon qu'il est orienté ou pas. Mais dans tous les cas, il est possible d'avoir ce genre de représentation. Représentation qui, évidemment, sera très lourde si on a très peu de connexions, mais qui ne sera pas spécialement lourde si on en a beaucoup. C'était par exemple le cas, dans les tout premiers exemples que nous avons pris dans la vidéo précédente, du problème d'arbitrage, où on avait finalement une matrice des taux de change qui était notre matrice d'adjacence, avec les poids qui correspondaient au taux de change. Si on prend une mise en œuvre en C++, alors pour une matrice non pondérée, donc où on met simplement l'information connectée ou pas, et non orientée, eh bien on pourrait la stocker dans un vecteur de Boole. Alors, vecteur de Boole, c'est une structure particulièrement optimisée. Je vous encourage à aller lire sa documentation. Ça n'utilise vraiment qu'un seul bit par booléen stocké. Mais ça, c'est un détail. Donc, notre classe graph qui utilise une matrice d'adjacence, eh bien, elle aurait donc... alors, il faut bien ajouter une méthode pour créer... pour ajouter les différents arêtes. Donc, on aurait une add edge qui fait cela.
Et pour ajouter une arête, eh bien, il faut écrire à deux endroits dans la matrice. AddEdge a écrit en VW et en WV. Il écrit true puisque c'est une matrice de booléen. Et puis sinon, alors celle qui est facile à écrire, c'est la fonction V, qui renvoie donc l'ordre de notre graphe, puisqu'il suffit de renvoyer la taille du vecteur H matrice. Celle qui est plus compliquée à écrire, c'est la fonction adjacent, parce qu'elle doit renvoyer un itérable, or on n'a pas d'itérable à cet endroit-là. Alors, la version simple consiste à écrire une liste et à parcourir toute une ligne ou toute une colonne de la matrice pour la remplir, et puis la renvoyer. On pourrait envisager une version plus compliquée, où on écrirait nous-mêmes une classe avec des itérateurs spécifiques qui feraient ce parcours. Ce serait envisageable, c'est un petit peu compliqué à mettre en œuvre en C++, mais c'est pas impossible. De toute façon, en termes de complexité, ajouter une arête, ça se fait en temps constant. Recevoir le nombre de sommets, ça se fait aussi en temps constant. Par contre, accéder à la liste de tous les sommets adjacents, ça c'est clairement quelque chose qui va avoir un temps qui est proportionnel au nombre de sommets, donc à l'ordre du graphe. Donc ce sera efficace si le graphe est complet ou presque complet, mais ce sera assez inefficace quand le graphe est creux. L'alternative, c'est d'utiliser des listes d'adjacence, qui consistent essentiellement à se dire, si ce qu'on doit renvoyer, c'est la liste des sommets adjacents à V, on va stocker en dur la liste des sommets adjacents à V, et ce sera comme ça qu'on stockera la structure de notre arbre. Donc pour notre graphe, ici, eh bien, les listes d'adjacents, ce serait ça. C'est dire que les sommets adjacents à 0, c'est juste 1. Les sommets adjacents à 1, c'est 0 et 2. Les sommets adjacents à 2, c'est 1, 3, 7 et 17, etc. etc. Alors cette structure-là, il n'y a pas de différence entre la notion de graphe orienté ou non orienté. Même quand le graphe, systématiquement, la liste d'adjacence quelque part est orientée. C'est simplement que si vous êtes dans la liste, si V est dans la liste d'adjacence de W, W est dans la liste d'adjacence de V pour un graphe non orienté. Mais ça ne change rien à la structure de liste d'adjacence. Pour les graphes pondérés, où donc certaines connexions entre sommets ont un poids qui lui est associé, il va falloir stocker explicitement des paires indice poids. Mais ce n'est pas spécialement plus compliqué. Si on regarde une mise en œuvre possible en C++, donc on a une autre classe graph, cette fois-ci elle utilise des listes d'adjacence. Alors ici, j'ai choisi de faire un vecteur de liste de int. Vous pourriez faire un vecteur de int, ça marcherait tout aussi bien. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est une liste de vecteurs parce que vous avez besoin de l'accès aléatoire, donc par indice, pour le conteneur extérieur. Alors, notre fonction addEdge, elle va ajouter à la liste de V l'élément W. Et le contraire aussi, sauf si V et W sont égaux, cas ce serait gênant. On pourrait supprimer ce test si on faisait un vecteur de 7, éventuellement. Mais ce serait plus compliqué, ce serait inutile. Ce qui est intéressant, c'est que la fonction adjacent devient beaucoup plus efficace, puisqu'elle renvoie simplement une référence constante à la liste qu'elle a stockée. Donc c'est beaucoup plus léger. Donc en termes de complexité, alors ajouter une arête, c'est toujours temps constant. Accéder au nombre de sommets, toujours temps constant. Par contre, cette fois-ci, accéder à la liste des sommets adjacents, c'est proportionnel au nombre de sommets adjacents, et donc au degré de notre sommet. Alors ça, ce sera bien pour les graphes qui sont creux, et c'est assez courant, il y en a vraiment beaucoup de problèmes où les graphes sont assez creux. Et dans ce cas-là, le degré d'un sommet est beaucoup plus petit que l'ordre du graphe, et donc c'est très intéressant. Mais finalement, n'oublions pas que c'est aussi possible d'avoir des graphes qui sont représentés implicitement. Alors ça, c'est un laboratoire qu'on faisait précédemment, où on a une image, alors on a un type image ici, qui est disponible. Et puis, on veut représenter ce graphe cette image par un graphe. Et pour ça, essentiellement, le nombre de sommets, c'est le nombre de pixels.
Donc c'est la hauteur de l'image fois la largeur de l'image. Et puis la liste des sommets adjacents, eh bien, si on reçoit l'indice d'un pixel, il va falloir simplement calculer l'indice du pixel à la ligne au-dessus, la ligne en dessous, colonne à droite, colonne à gauche. Alors, qui évidemment, éventuellement ne sera pas toujours la même parce que vous pouvez être au bord. Dans ce cas-là, il faudra traiter les bords. Et puis, éventuellement, on peut même ajouter des critères de similarité. Par exemple, vous pouvez dire un pixel blanc n'est adjacent que d'un autre pixel blanc. S'il est juste au-dessus, c'est un pixel noir, on considère qu'il n'est pas adjacent. Et ce genre de définition de l'adjacence vous permettrait par exemple de faire une propagation depuis un pixel sur notre graphe. On propage sur tout le graphe et on va être capable de colorier. C'est une fonction de painting assez classique pour manipuler des images. Donc ça, c'était un des laboratoires qu'on faisait précédemment. Mais le laboratoire que vous ferez cette fois-ci, c'est celui d'un jeu de taquin. Et vous est décrit plus en détail dans la description du laboratoire. Mais c'est clairement un problème qui peut être modélisé par un graphe. Et donc la question, c'est de savoir, dans ce jeu de taquin, quels sont les sommets et comment est-ce que je définis la notion d'adjacence entre ces sommets. Et finalement, quel algorithme est-ce que je dois appliquer sur ce graphe que j'ai défini implicitement pour résoudre le problème. Mais vous aurez plus de détails plus tard. Alors pour finir cette vidéo, quelques exercices. Le premier, donc on a un graphe ici à droite, et on vous demande de donner sa représentation sous forme de matrice d'adjacence, et de donner sa représentation sous forme de liste d'adjacence. Le deuxième problème est inverse, je vous donne la matrice d'adjacence, et je vous demande d'une part de dessiner le graphe, et d'autre part de me donner sa représentation sous forme de liste d'adjacence. Et vous aurez deviné que le troisième exercice, c'est la dernière combinaison qu'on n'a pas. Donc là, je vous donne les listes d'adjacence et je vous demande de me donner la représentation par matrice d'adjacence et de dessiner le graphe correspondant. À chaque fois, les graphes sont différents et vous trouverez toutes les solutions dans le fichier PDF joint à cette vidéo.